Tournoi de Londres en 1922. Alexandre Alekhine, qui n'est pas encore champion du monde, affronte le triple champion du Royaume-Uni, Frédéric Yates. Alors j'analyse cette partie pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle concerne Alexandre Alekhine, le champion du monde dont j'ai fait la biographie dans la dernière vidéo. Je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi parce qu'on va trouver des notions stratégiques récurrentes dans le jeu d'échecs, comme les cases faibles et cases fortes, le bon cavalier contre le mauvais fou ou encore les pions arriérés. Du coup, tout de suite, j'envoie la partie. Alekhine dans cette partie a les pièces blanches et il opte pour son coup préféré, à savoir le coup D4. Prend le centre. Yates lui opte pour cavalier F6, vient contrôler la case E4 et permet de développer une pièce. Alekhine fait C4 pour renforcer son contrôle du centre. Et maintenant Yates opte pour le coup E6. Alors E6 ça permet soit de préparer la poussée D5 qui permettrait de jouer un gambit dame refusé, ou prépare le fou en B4 pour venir clouer un potentiel cavalier en C3, et ce qui permettrait en fait de jouer la Nimzo indienne. Ici, Alekhine, il refuse la Nimzo, il fait son cavalier en F3 qui permet de développer une pièce, et donc Yates opte pour la poussée D5, et là maintenant on joue ce qu'on appelle un gambit dame refusé. Ici Alekhine, faut savoir, il peut prendre le pion, c'est tout à fait jouable, mais en général on n'aime pas le faire parce que après pion prend, le fou C8 qui est en fait la pièce qui pose le plus de problèmes dans la position noire pourrait être développé facilement, notamment en G4 pour plus tard clouer ce cavalier. Donc ici Alekhine, il décide tout simplement de développer son cavalier en C3. Yates, il pourrait maintenant développer le fou en B4, mais après fou en G5, on joue ce qu'on appelle la ragozine, et le clouage du cavalier en F6 est souvent un peu plus pénible que le clouage du cavalier en C3, et c'est pour ça que ici Yates a décidé de développer son fou en E7. Alekhine développe son fou en G5, ça permet en fait de développer ce mauvais fou avant de faire le pion E3. Le fou est maintenant actif en G5, Yates met son roi à l'abri avec le petit roc, et Alekhine joue E3 afin de pouvoir développer rapidement le fou en F1. Yates qui envoie le coup cavalier B en D7 et non pas en C6 parce que le pion C a vocation à être envoyé soit en C6 pour renforcer le pion D5, soit en C5 pour venir lutter pour le centre. Ici, Alekhine décide de jouer tour C1. Alors tour C1 pour deux raisons. Tout d'abord parce que la colonne C va être une colonne qui va fort probablement s'ouvrir plus tard dans la partie. Et en plus, parce qu'il ne souhaite pas développer tout de suite son fou, parce que s'il mettait son fou en D3, en fait, Yates pourrait prendre le pion en C4, et après fou prend, les blancs ont perdu un temps. Et du coup, Alekhine, il veut pas perdre un temps, il espère en fait en jouant tour C1 que Yates va prendre pour pouvoir manger directement le pion en C4 et développer le fou, auquel cas les blancs n'auraient pas perdu de temps. Mais évidemment Yates ne l'entend pas de cette oreille, il va jouer un coup solide, il va jouer C6 pour venir renforcer le pion D5. Et là pareil, Alekhine il veut toujours pas développer son fou en D3, auquel cas après pion prend, fou prend, les blancs ont perdu encore un temps. Il décide de mettre sa dame en C2. Alors la dame ici elle est super bien placée parce que elle a une magnifique diagonale, auquel cas elle pourrait se mettre en batterie avec le fou plus tard en D3, et en plus elle vient renforcer le contrôle de la colonne qui va être plus tard une colonne ouverte. Maintenant, Yates décide de mettre sa tour en E8, alors il refuse de prendre le pion évidemment. Pareil, ici la tour, elle est bien placée tout comme la tour C1 parce que plus tard, Yates, il envisage de faire une poussée E5, auquel cas la colonne E va devenir une colonne semi-ouverte et donc la tour sera bien placée. Alekhine, il doit forcément développer son fou à présent, il n'a plus le choix parce qu'il veut mettre son roi à l'abri, mais du coup Yates décide de prendre le pion à ce moment-là, ce qui fait perdre un temps à Alekhine. Alors tout ça est très théorique, hein. C'est-à-dire ici c'est une position qui a été rencontrée des centaines de fois dans la base de données, donc rien de compliqué dans cette position. Ici
Yates envisage et fait même le coup cavalier D5. Alors ça c'est un coup qui est pareil très théorique parce que les noirs en fait veulent proposer des échanges de pièces. Pourquoi? Parce qu'il manque d'espace. Si vous regardez en fait les pièces noires elles se marchent un peu les unes sur les autres et donc en faisant cavalier D5 on va proposer de multiples échanges aux blancs. Par exemple l'échange du fou. Ici si Alekhine fait fou prend, et ben les noirs font dame prend et sont bien contents d'avoir échangé une paire de fous. Pareil ce cavalier va aussi probablement être échangé avec le cavalier qui est en C3. Les noirs derrière seraient bien contents d'avoir échangé des pièces parce que ils souffriraient moins du manque d'espace. Mais ici Alekhine a une petite surprise pour Yates, il va jouer le coup cavalier E4. Alors cavalier E4, ce qui est intéressant c'est que c'est purement une imprécision en fait. Ici si vous regardez un petit peu la barre d'évaluation, ça devient légèrement plus confortable pour les noirs, bien que toujours nul. Mais en fait objectivement c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup parce que ici Yates avait ce qu'on appelle une petite réfutation, il pouvait jouer en fait le coup dame A5. Dame A5 en fait fait échec. Et sur dame à 5 échecs, évidemment Alekhine il a absolument pas envie de faire dame D2 hein, parce que il va pas échanger les dames. Alekhine lui il veut presser son adversaire et donc échanger les dames ça l'intéresse pas. Ici le meilleur coup objectivement ça aurait été de faire roi F1. Auquel cas en fait le roi est déroqué et on peut pas vraiment dire qu'il soit à l'abri. Donc là c'est objectivement mieux, un peu mieux au noir. Mais dame A5 a été raté par Yates. Ici, Yates a décidé de faire le coup F5. Alors F5, c'est une erreur pour deux raisons. La première, c'est qu'il se crée un pion arriéré en E6. Ce pion, en fait, ne pourra plus jamais être protégé par des pions des colonnes adjacentes. En plus de ça, Yates, il se crée des trous dans la position, en particulier la case E5 qui est maintenant une case forte pour Alekhine. En fait, si le joueur russe arrive à mettre un cavalier en E5 et à le stabiliser, le cavalier il va être monstrueux parce que il va contrôler des cases clés dans le camp adverse. Ici, Alekhine il décide de prendre le fou en E7, ce sur quoi Yates recapture de la dame. Et maintenant, Alekhine, il replie son cavalier en D2. Alors en D2 et non pas en C3 parce que ici le cavalier, il va pouvoir l'orienter vers la case 5, soit via la case C4, soit via la case F3. Maintenant, Yates décide d'envoyer le pion en B5. Alors B5, c'est une nouvelle imprécision parce que Yates, il se crée encore une case faible, cette fois-ci en C5. Donc là, on voit deux cases faibles dans sa position. Alors là, vous avez vu, Yates, il a une logique de tout mettre sur blanc, mais on va voir que ça risque de lui porter préjudice. Alors le pion, techniquement, il attaque le fou en C4, et ici, Alekhine décide de capturer le cavalier avec le fou. Alors si vous vous demandez pourquoi cet échange, on dit toujours qu'un fou est légèrement plus fort que le cavalier. En fait, comme je l'ai dit avant, Yates il a mis tous ses pions sur blanc et donc les cases blanches sont blindées. Maintenant qu'elles sont blindées, le fou blanc, il a plus trop de perspective dans la partie et c'est pour ça qu'il décide de s'en débarrasser contre le très fort cavalier qui était implanté en D5. Donc une excellente décision stratégique d'Alekhine. Alors ici, Yates, il est obligé de reprendre avec le pion C et non le pion E, pour la simple et bonne raison que ça perd un pion après dame prend C6. Donc ici la reprise se fait avec le pion C. Alors là vous voyez, comme on a dit tout à l'heure, on a une colonne qui est ouverte, c'est la seule colonne ouverte de la partie, et là Alekhine il a déjà un avantage stratégique, c'est que c'est lui qui la contrôle avec sa batterie dame plus tour. Le joueur russe qui maintenant met son roi à l'abri avec le petit roc, assez logique, le roi était toujours au centre, permet en plus d'activer la tour qui était en H1. C'est une petite erreur en fait d'après Stockfish pour la simple et bonne raison que Yates en fait a ici une occasion de contester la colonne C. En fait ici Yates pouvait jouer le coup fou à 6.
Fou A6 permet de contrôler 2 fois la case C8 avec la tour et le fou, ce qui permet en fait à Yetz derrière de jouer le coup tour C8 qui vient contester la colonne ouverte. Qu'on soit d'accord, c'est pas aussi simple parce que Alekhine pouvait contre-attaquer avec Dame C6, attaque le fou, donc force, cavalier B6, etc. Mais au moins il y avait une bataille pour la colonne C. Malheureusement, Yetz a raté cette variante et il a totalement laissé la colonne aux mains d'Alekhine. Yetz ici a décidé de jouer le coup A5. Alors A5, l'idée c'est en fait d'envisager une expansion à l'aile dame avec ses pions, d'avoir du jeu en fait, et en plus de développer le fou en A6 sans bloquer le pion A7. Alekhine sur ça a décidé de mettre son cavalier en B3. Vous comprenez le plan du russe, il veut en fait acheminer son cavalier en C5 pour l'échanger contre le cavalier D7. Ce cavalier en fait contrôlait la case E5, donc une fois échangé, Alekhine pourra enfin placer un magnifique cavalier sur la case forte E5, un cavalier qui va contrôler des cases clés dans le camp adverse. Et en plus, s'il fait ça, Alekhine ici qui va se retrouver dans une position du type bon cavalier contre mauvais fou. C'est-à-dire que le cavalier est magnifique et par contre le fou est parfaitement inutile. C'est-à-dire si on le met en B7, il tape sur du dur, sur ses propres pions en fait. Et si on met le fou en A6, alors certes il va attaquer au départ la tour, mais une fois que la tour va bouger, bah en fait la diagonale elle est vide et le fou en fait est inutile. Donc c'est pour ça que ici le cavalier est acheminé en B3 pour pouvoir le mettre en C5. Sur ce, Yetz décide de pousser son pion à A4, il attaque le cavalier, mais on a vu que c'est parfaitement inutile parce que de toute façon Alekhine comptait le bouger en C5. Et maintenant Yetz échange une paire de cavaliers avec cavalier prend, dame prend. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi Alekhine décide d'échanger les dames alors que c'est lui qui mène le jeu, en fait Alekhine après dame prend, tour prend, il sait qu'il va avoir tellement de compensation que sa position va être gagnante. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la colonne ouverte grâce au doublement des tours, mais en plus il va avoir un cavalier ultra actif en E5 et il sait que c'est assez pour gagner la partie. Donc Yetz échange les dames, Alekhine reprend avec la tour, et maintenant on a une prise d'espace avec le pion en B4 à l'aile dame, la prise d'espace, et maintenant Alekhine décide de doubler les tours pour maintenir la mainmise sur la colonne ouverte C. Yetz qui développe enfin son fou en A6, mais malheureusement pour lui cette diagonale est vide, donc on se demande s'il est vraiment utile sur cette case. À présent, Alekhine poste un magnifique cavalier en E5, et là on voit ses nets avantages blancs. Alors si vous demandez est-ce qu'il y a possibilité pour Yetz de contester la colonne ouverte ici, en réalité pas vraiment, parce que toutes les variantes mènent à un pion de plus pour les blancs. Par exemple, si Yetz joue tour A en C8, Alekhine ici il est même pas obligé de prendre en fait, il peut jouer d'abord H4, permet de faire une case de sortie pour son roi. Et maintenant, en cas de prise de la part de Yetz, Alekhine peut faire tout simplement tour prend. Et si Yetz va au bout de la chose en continuant la contestation avec tour C8, ici il y a deux coups gagnants pour Alekhine. En fait, il a d'abord cavalier C6 qui gagne, parce que le cavalier attaque le pion en plus de menacer une fourchette en E7. Donc il serait forcément obligé de soit bouger son roi, soit bouger la tour. Mais derrière, Alekhine peut gagner le pion avec derrière une finale gagnante. L'autre coup gagnant dans cette position serait tout simplement tour A5. Tour A5 en fait fait une double attaque entre le pion et le fou, et Yetz n'a pas de possibilité de protéger les deux en même temps, donc il pourrait jouer par exemple fou C4, et après tour prend, la tour protège le pion qui était attaqué par le fou, donc c'est encore pion net de plus pour les blancs avec une finale gagnante. Du coup le Britannique joue tour E en B8, et maintenant on a F3 joué par Alekhine. En fait, il faut comprendre que ici, il n'y a plus qu'une pièce qui joue pas chez les blancs, c'est le roi. Et en fait, Alekhine, il va commencer une petite marche vers la case F4 pour essayer de mater tout simplement le roi noir.
C'est-à-dire, là le plan c'est d'acheminer le roi et de doubler sur la 7ème rangée pour en finir avec le britannique. Sur ça, Yates décide de jouer B3. Tout simplement il essaie de trouver du contre-jeu, hein. Il fait comme il peut. La position est gagnante pour Alekhine, mais il a décidé de ne pas se laisser faire, ce qui est logique. Alekhine évidemment refuse la prise du pion, hein. Il veut pas donner du contre-jeu gratuitement à son adversaire. Il ferme la colonne avec le coup A3. Il y a une seule colonne ouverte sur l'échiquier et c'est Alekhine qui la contrôle. Maintenant, Yates décide de jouer H6 pour se créer une porte de sortie pour son roi en H7. Le russe décide d'envoyer le roi en F2. L'objectif c'est de l'acheminer en F4 où il sera très actif. Yates met son roi en H7. Faut bien comprendre que sa position est désespérée. Il n'a plus qu'à attendre en fait Yates, hein. Si vous regardez l'évaluation de Stockfish, on est à plus 1,53. Il peut même pas contester la colonne ouverte. Si par exemple il faisait un coup comme tour C8, ici Alekhine il peut juste bêtement échanger une paire de tours. Auquel cas Yates il n'a pas intérêt à faire tour prend parce que si on échange toutes les tours, la finale est purement gagnante pour les blancs. En fait, Alekhine il aurait un plan très simple qui est d'envoyer le roi en B4 pour attaquer le pion A4 combiné avec un cavalier posté en C5 et là en fait le pion A4 on est sûr qu'il tombe, finale gagnante pour les blancs. Et si par contre ici Yates décidait de reprendre du fou, là pareil il y a encore un plan très simple qui est de mettre la tour en C6. Alors ici il peut faire fou B7 mais après tour C7 le fou bouge en A6. Là en fait Alekhine va avoir le même plan que tout à l'heure, à savoir mettre son cavalier en C5 pour attaquer les deux faiblesses des noirs et là encore un pion va tomber avec une finale gagnante derrière. Par exemple ici il peut jouer cavalier D7 et après cavalier D7 on va dire peut-être fou B5, mais maintenant cavalier ici et on a le pion qui va tomber, donc ultra gagnant pour Alekhine, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas contester la colonne ouverte. Alekhine ici qui envoie le pion en H4 pour prendre de l'espace à l'aile roi. En fait il veut l'envoyer en H5 pour contrôler la case G6 et empêcher le roi de sortir au cas où le cavalier viendrait à se déplacer quelque part. Maintenant Yates il envoie sa tour en F8, toujours désespéré, il sait pas quoi faire. Alekhine qui continue la marche de son roi. Alors là vous avez compris, hein, l'objectif c'est de le mettre en F4. Du coup on peut se demander qu'est-ce qui se passe si Yates empêchait le roi de venir en F4 grâce au coup G5. En fait G5 c'est encore plus catastrophique pour les blancs parce que ici Alekhine pourrait tout simplement prendre le pion et après pion prend. Ici il a énormément de jeux sur le roi adverse avec par exemple tour C7 échec. Et lorsque le roi revient en G8, on a tour H1 et là on voit des réseaux de maths qui commencent à se dessiner. La position est vraiment écrasante pour les blancs. Donc ici G5 n'est pas possible. Yates a opté pour le coup tour B8. Alors là pareil, hein, il ne sait pas quoi faire. Tour C7 joué par Alekhine, donc là vous avez compris le plan. Maintenant il veut doubler les tours sur la 7ème rangée pour essayer de mater le roi noir, hein, tout simplement. Yates met son fou en B5 et à présent tour 1 en C5. Le coup du russe qui met en fait les noirs en zugzwang. Si vous regardez, il y a aucun coup intéressant à jouer avec les noirs dans cette position. C'est absolument fantastique. Le britannique est désespéré, du coup il décide de remettre son fou en A6. Alekhine qui met sa tour en C6, attaque le pion non défendu. Donc Yates le défend avec sa tour en E8. Et maintenant le roi qui vient enfin en F4, qui plus tard pourra occuper la case E5. Le roi qui va ici en G8, Yates qui est au bord du précipice. Alekhine qui envoie le pion en H5. En fait l'objectif est de contrôler la case G6 pour empêcher le roi de s'extirper de son enclos. Yates qui trouve enfin un coup intéressant à faire, il décide d'attaquer le pion G2, mais évidemment Alekhine s'en fiche, il joue G3 pour le défendre. Donc du coup Yates revient avec son fou. Alekhine qui met sa tour en F7, vous avez compris, hein, il prépare le doublement sur la 7ème rangée. Le roi qui vient ici en H7.
Et maintenant la tour qui vient en C7. Et là vous voyez on a 2 attaques contre le pion G7, donc ça veut dire que il est obligé Yates de le défendre. Seul coup tour G8. Alekhine qui envoie le cavalier en D7, donc là en fait son objectif c'est tout simplement, alors peut-être de le mettre en C5 pour attaquer la faiblesse en plus de l'autre faiblesse et le fou, mais surtout en fait son objectif ici c'est de mettre le cavalier en F6, auquel cas il ferait une fourchette entre le roi et la tour, gagnerait donc la qualité, le pion étant cloué ne pouvant pas reprendre le cavalier. Donc ici Yates il est obligé de déclouer son roi. Mais Alekhine décide quand même de mettre son cavalier en F6, attaque du coup la tour. Donc là vous avez compris, hein, évidemment Yates il peut pas reprendre le cavalier, sinon il se fait mater tout simplement avec tour H7, échec et mat. Donc Yates à la place décide de proposer un échange de tours. Mais ici Alekhine, coup brillant, décide de faire tour prend G7. Alors on peut se demander quelle est la pointe ici sur tour prend cavalier, et c'est justement le coup joué par ce cher Yates, mais en fait ici Alekhine a calculé le coup roi E5, coup machiavélique. Ici en fait vous avez compris, hein, le roi attaque la tour, et en fait la tour ne peut pas s'en aller sans compromettre le roi des noirs. Par exemple il peut pas aller ici parce qu'il y a pion prend, il peut pas aller ici sinon il perd la tour, et si la tour va en F8, et bah ici en fait c'est mat en 2 pour les blancs avec tour échec, roi G8 et tour G7 échec et mat. Et donc c'est pour ça que sur roi E5 Yates a décidé d'abandonner. Victoire brillante d'Alekhine qui nous fait une démonstration positionnelle avec une fin tactique quand même. C'était une partie magnifique. J'espère que vous avez aimé cette analyse de partie entre Yates et Alekhine. Pour la faire, je me suis inspiré de l'excellent livre de Kevin Bordy alias Blitzstream. En fait, c'est un livre dans lequel il analyse 25 parties cultes du jeu d'échecs. Par exemple, vous avez Botvinnik, vous avez Fischer, évidemment vous avez Alekhine. Donc je vous encourage à aller l'acheter, il est très très bon. Je me suis aussi inspiré de la vidéo du maître international Sam Copeland. Je mets le lien en description si vous voulez aller la voir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. À la prochaine, ciao ciao.